Vous venez de vous séparer, vous souffrez. Vous avez le goût de vous séparer, mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Ou vous êtes célibataire, vous êtes découragé de trouver un jour la bonne personne. Ou ça commence peut-être à sentir la dépendance affective. Pascal Piquet, coach de réussite, bonjour. Bonjour. Le syndrome de Tarzan. Coudonc, Tarzan, est-ce qu'il est dépendant affectif de Jane? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il est dépendant de ses lianes. C'est ce qu'il faut comprendre. J'ai appelé ce livre-là, qui est un best-seller, Le syndrome de Tarzan, pour symboliser une métaphore qui est plus drôle que la dépendance affective, qu'on reste agrippé à une liane qui ne nous convient pas toute notre vie, ou qu'on passe d'une liane à l'autre par peur de tomber dans le vide affectif. Et là, la dépendance affective, on va définir ce que c'est. Et il y a beaucoup de gens qui en sont concernés. La majorité de la population a à un certain niveau, a une dépendance affective. Oui, j'ai un petit peu peur d'annoncer le chiffre, mais je vais quand même le lâcher. 98% de la population souffre de dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective? C'est beaucoup. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui provoque un grand vide à l'intérieur qu'on va essayer de remplir par toutes sortes de compulsions. La drogue, l'alcool, le sexe, la nourriture, je ne vais pas tous les citer. Et une dépendance à une autre personne qui est la dépendance émotive. Donc pour remplir ce vide, on va s'agripper à une autre personne, pas uniquement un conjoint, ça peut être s'agripper à ses enfants, à ses parents, à des amis, à des êtres humains et en priorité à un conjoint. Donc je veux qu'on fasse la distinction entre la dépendance affective qui est le manque de confiance et d'estime, qui nous pousse dans la dépendance émotive, c'est-à-dire remplir le vide intérieur avec une autre personne et un conjoint, une conjointe en priorité. Et comment on fait pour reconnaître une personne dépendante affective, pour reconnaître qu'on en est une ou qu'on vit avec une personne comme ça? Alors sur mon site internet, j'ai mis 5 questions que les personnes qui peuvent découvrir pour savoir déjà si elles sont dépendantes affectives et voir appliquer ça à la personne qu'elles ont en face d'elles. En général, c'est quand on vient de faire une nouvelle conquête, c'est de lui poser discrètement, sans tant qu'on lui fait pas le questionnaire sous le nez en pointant. Mais il y a 5 questions qui sont très importantes. La première question sont les relations avec les parents. Si elles ont été bonnes, c'est une bonne réponse. On peut continuer à connaître la personne. Si elles ont été difficiles, il faut savoir si la personne a réglé avec ses parents, si elle est en paix. Moi-même, j'ai viré ma mère de ma vie parce que j'avais beaucoup de difficultés avec elle. Je l'aimais pas, elle m'aimait pas. Elle essayait de m'enfoncer la tête sous l'eau. Les gens toxiques, il faut les éliminer. Ça, quel que soit leur rang. Donc moi, je dirais que je suis en paix avec mes parents. Mon père est décédé, puis ma mère, elle est plus dans ma vie. Donc je suis très en paix avec cette décision. Être en paix avec ses parents, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, en paix. Ça, c'est un signe déjà. Oui. La deuxième question, les rapports avec les ex. Quels ont été les rapports avec les ex? Si la personne dit mes ex étaient toutes des hystériques ou mes ex étaient tous des alcooliques, si elle se positionne en victime et qu'elle a attiré toujours le même style de personne, ça sent le soufre. OK, c'est louche. Ça sent le soufre, sauvez-vous. Ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé sur elle. Si la personne vous dit j'ai eu plusieurs relations difficiles, j'ai fait un break, j'ai fait l'autopsie de mes relations pour savoir de quoi elles sont mortes, et j'ai réalisé qu'elles étaient mortes de dépendance affective, et j'ai fait un travail sur moi, lu des livres, été à des conférences, fait un coaching, une thérapie, et j'ai compris maintenant que je dois me respecter. Bon, ça c'est bon signe. On peut continuer. On peut continuer avec la troisième question. Sa vision du couple. La vision du couple. Donc on s'entend qu'il faut avoir la même vision du couple. Il y a des gens qui vont préférer vivre chacun chez eux, c'est tout à fait respectable, ou d'autres qui vont préférer vivre sous le même toit. Si vous tombez sur quelqu'un qui veut vivre sous le même toit que vous voulez vivre chacun chez soi, on commence à avoir un problème. Oui, ça fonctionne pas. Là. Ça fonctionne pas. Les besoins sont pas les mêmes, en fait. On n'est pas rendu au même endroit. On s'entend que si vous voulez développer une famille, il faudra vivre sous le même toit, normalement. Si l'autre personne décide que, ben non, c'est chacun chez soi, ça va pas cadrer. Il faut être vigilant. Ayez la même conception du couple, et là, on peut poser la quatrième question. Ouais. Où on se voit plus tard. Là. Oui, où vous voyez-vous dans 5 ans? Donc si la personne répond « je viens de demander ma mutation au Congo », dans 5 ans je serai en Afrique noire, et que vous êtes très accroché au Québec et il n'est pas question que vous partiez, on a un problème. Ça, c'est pour qu'un couple fonctionne ou pas. Ça ne veut pas dire qu'un des deux est dépendant affectif dans ces cas-là. Non, ça c'est vraiment pour que le couple fonctionne, tout à fait. Parce qu'il peut être parfaitement équilibré et vouloir aller au Congo, ou parfaitement déséquilibré et vouloir aller au Congo aussi. Ou rester ici. Ou rester ici aussi, parfaitement. Donc c'est vraiment important de savoir si on pense être rendu à la même place dans 5 ans. Moi, j'ai rencontré des hommes qui disaient « Oh, mais moi, tout de suite, elle m'a dit qu'elle voulait la voiture, l'enfant, la maison, le chien. » C'est s'accrocher vite, ça. Oui, mais en même temps, elle t'annonce la couleur. Oui, c'est sûr. Parce que si toi, tu veux pas d'enfant, ben, à ce moment-là, laisse tomber tout de suite, on perd pas de temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne devient dépendante affective? On n'est pas comme ça. On ne naît pas comme ça. En fait, il y a la cinquième question aussi qui est les regrets. Oui, c'est vrai. Il y a les regrets. Il faut demander à une personne quels sont tes regrets. C'est très important, vous allez entendre s'il a des regrets qu'elle vit encore dans le passé. Je regrette d'avoir trompé ma femme.
je serai encore avec elle. Vous allez faire ménage à 3 parce qu'il a une nostalgie de sa femme. Oui. Ou une femme a trompé son mari. Ou je regrette de ne pas avoir fait d'études. Puis on reste accroché à ça. Si j'avais fait des études, je serais à un autre poste. Tout ce qu'on regrette, ça nous laisse accrocher dans le passé. Il faut se libérer du passé. Et qu'est-ce qui nous fait tomber dans la dépendance affective? Encore les parents, à 90%, ils sont responsables de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé dans l'enfance la reconnaissance, l'affection et la protection. C'est parce que ça commence tôt. Et ce qui est intéressant dans votre DVD, qui est pour les ados, les adultes, les parents, on explique comment instaurer cette estime de soi-là. Et ça part dès qu'ils sont tout jeunes. Tout à fait. Ce DVD s'appelle « Comprendre la vie ». C'est pour une bonne raison. C'est parce que ça explique aux jeunes ados, aux parents et aux adultes qui ont encore des difficultés comment on tombe dans la dépendance affective, comment on dérape, comment on perd sa confiance et son estime. Et ça montre surtout aux ados comment leurs parents ont dérapé et que leurs parents sont des enfants eux-mêmes et qu'ils n'ont pas grandi. Donc ça va faire grandir les parents et les enfants et les adultes qui n'ont pas d'enfants, qui sont célibataires. Mais là, comme on vient de dire qu'il y a 98% des gens qui vivent une certaine dépendance affective, dis-nous qu'on peut s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir. J'en suis la preuve vivante, José. J'en suis sortie, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome de Tarzan ». J'en suis sortie, on en sort, ce n'est pas une maladie. C'est une mauvaise programmation qui vient de l'enfance et que l'on peut déprogrammer avec des techniques très simples qui s'appellent la PNL, programmation neurolinguistique. C'est à base de PNL que je travaille et on peut en sortir très rapidement. On n'est pas obligé de barboter pendant 10 ans dans le problème. Selon le degré de dépendance, on peut lire le livre « Le syndrome de Tarzan », regarder le DVD et ça va être correct, on va être capable de changer des choses dans notre vie. Dans d'autres cas, ça prend plus que ça. C'est ça, il faut aller en progression. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent de l'Europe et qui commandent le DVD, le livre et ensuite qui me disent qu'ils témoignent, ça a changé leur vie. Ne serait-ce que lire le livre, ça a changé leur vie. Ils ont compris les tenants et les aboutissants de la dépendance affective et ils ont les pistes pour en sortir. Il y a des exercices. Ça s'applique. Parce que ça c'est beau les théories, mais il faut que ça s'applique et là, on voit la preuve. J'appelle ça, quand on lit juste un livre et qu'on l'applique pas, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle. ça, je le recommande pas. C'est parce qu'il faut appliquer. Il suffit pas de lire. Quand on a une recette d'un gâteau, il suffit pas de lire la recette et de voir le gâteau se transformer. On va voir une belle preuve après la pause d'une personne qui vivait la dépendance affective, qui en est sortie, qui est très heureux aujourd'hui. À tout de suite.